Il y a 5 ans, le plus grand guérisseur de l'humanité se tenait au-dessus des corps de ses compagnons, le cœur de l'empereur démon en main. Ron avait passé sa vie à sauver des gens. Sur Moonbeast Ridge, l'une de ses 4 compagnons est morte avant qu'il puisse la sauver. Puis, il a dû tuer les 3 survivants, un après l'autre, avant que l'empereur démon ne puisse voler leur corps. N'ayant plus rien à guérir et personne à protéger, il a écrasé le cœur du monstre et est mort avec eux. Cela aurait dû être la fin de l'histoire. Au lieu de cela, Gron ouvre les yeux dans un sacrifice démoniaque. Son corps est faible, cloué à un autel, entouré de créatures célébrant le 5e anniversaire de la mort de l'empereur démon. Les démons n'ont aucune idée que l'homme responsable de cette mort est juste devant eux. Ils n'ont également aucune idée que le réveiller comme l'un des leurs pourrait être la pire erreur de leur espèce, car Gron a juste besoin de quelques secondes pour comprendre la situation. Puis le massacre commence. Avant tout cela, Gron était connu par assez de titres pour remplir un monument. Il était le guérisseur en chef de l'Église de la Miséricorde, professeur honoraire à l'Académie royale, le destructeur de Luca, et l'un des 5 héros qui ont attaqué le dernier bastion du démon. Les titres n'ont jamais eu beaucoup d'importance pour lui. Ce qui comptait, c'était de finir le travail. À Moonbeast Ridge, le travail consistait à tuer Sumuras, le premier empereur démon. 5 héros l'ont atteint après avoir combattu une armée. Merovitch, le chevalier parfait, pouvait transformer un champ de bataille en piste de danse. Faye, la forteresse de fer, pouvait arrêter presque tout ce qui visait le groupe. Sa sœur cadette Faye effaçait les ennemis de distance impossible avec un arc. Sofka, le sage de la lumière, maintenait tout le monde debout à côté de Gron, et Gron lui-même s'assurait que les blessures qui auraient dû mettre fin à une bataille ne devenaient qu'un inconvénient. Ensemble, ils ont finalement abattu Sumuras. La victoire a duré à peine le temps de leur prochaine respiration. Sofka s'est effondrée la première. Gron a déversé son pouvoir de guérison sur elle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à réparer. Mais sa vie s'est tout de même échappée. Puis, le sang de Sumiris a commencé à ramper sur le sol. Des morceaux de sa chair ruinée s'enroulaient autour des héros survivants, cherchant des corps assez forts pour continuer son existence. Merovitch a compris avant que quiconque ait besoin de l'expliquer. Si cette chose le prenait, l'humanité devrait lutter contre sa force sous la volonté de l'empereur démon. Il a donc demandé à Gron de le tuer tant qu'il était encore lui-même. Gron l'a fait. Ils ont fait la même demande, puis Feya. Chaque mort alimentait le talent inné de Gron, une montagne de cadavres et une mer de sang. Le sceau comptait les tombées et répondait en lui donnant plus de pouvoir. C'était une capacité cruelle pour un guérisseur, et sur cette montagne, elle est devenue assez cruelle pour sauver le monde. Avec ses compagnons morts et son propre corps se désagrégeant, Gronde a déchiré la masse de chair démoniaque, a atteint le cœur survivant de Sumerus et l'a écrasé à main nue. Ces derniers mots étaient des excuses aux gens qu'il n'a pas pu ramener chez eux. 5 ans plus tard, des démons se rassemblent sur Round Mountain pour honorer Sumuras avec un sacrifice. 4 filles humaines kidnappées sont placées devant l'autel avec un pitoyable démon serpent que les autres considèrent comme jetable. Ce démon serpent est le nouveau corps de Grand. Ses bras sont cloués, sa force est presque inexistante, et un démon mante est en train de se préparer à le découper. Grand ne panique pas. Il étudie la lame, l'angle et la créature qui la tient. Puis, il insulte le mante juste assez pour le faire balancer imprudemment. La lame manque son coup et sectionne le bras cloué à l'autel à la place. C'est toute la liberté qu'il lui faut. Ron saisit le membre détaché, l'utilise comme diversion et transforme la plateforme sacrificielle en abattoir. Un démon perd la gorge avant de comprendre que la victime se défend. Un autre est entraîné dans la lame de la mante. Les humains peinent à suivre ce qui se passe. Une créature qui semblait à moitié morte il y a un instant utilise maintenant chaque corps autour de lui comme une arme. La mante finit par voir Gron clairement et se fige. Des années plus tôt, elle a survécu à une bataille navale où un humain a détruit 3 seigneurs démons et leur armée. Le visage est différent maintenant, mais la pression ne l'est pas. Elle le reconnaît. Cette réalisation ne l'aide pas longtemps. Une fois le calme revenu, Gron examine le corps qu'il a hérité. Le bras sectionné est déjà en train de se reconstruire. Le sang de serpent lui confère un taux de guérison absurde, ce qui serait presque drôle si le corps n'appartenait pas à l'espèce qu'il a passé sa vie à exterminer. Un démon est encore en vie. Gron maintient la créature au sol et la laisse crier pendant qu'il couvre les 4 filles sacrifiées et les enterre. Ce n'est qu'après avoir placé le dernier corps dans la terre qu'il revient vers le survivant. Le démon le menace, l'appelle déchet humain et promet que le chef du village vengera tout le monde. Ron le coupe en 2. Le compteur sur son cou atteint 9, mais l'augmentation de force est presque insultante.
Montagne de cadavres et mer de sang ne récompensent pas les chiffres de manière égale. Plus l'ennemi mort est fort, plus le sceau restitue de pouvoir. 9 morceaux de racaille restent de la racaille. Il vérifie son pouls, son sceau et les souvenirs enfouis dans la chair. Ce n'est pas une résurrection. Il est né à l'intérieur d'un démon. Ron déteste chaque partie de cette phrase. Pourtant, la mort lui a déjà enlevé une chance. Il n'a pas l'intention de gaspiller la seconde. Si le monde insiste pour faire de lui un démon, alors les démons vont apprendre à quel point l'un des leurs peut les chasser efficacement. Il retourne dans la grotte où les 5 héros se reposaient avant la bataille finale. Là, il taille de petites figurines de Merovitch, Faye, Feya et Sofka. Ses mains se souviennent de leur visage, mieux qu'il ne le souhaiterait. Il fait une 5e figurine pour lui-même, la fixe du regard et la brûle. Les figurines l'entraînent dans un souvenir plus ancien. Une fois, les héros ont dû traverser un lac de feu, et Gronde était le seul capable de supporter la chaleur. Il a porté les autres sur son dos. Sa peau a survécu. Son pantalon, non. Faye lui a fabriqué un remplacement avec de l'herbe et tout ce qui restait dans leur sac. Tout le monde a ri en voyant le résultat. Gronde a passé le reste de la mission à insister sur le fait que le vêtement était tactiquement inacceptable, tandis que Faye le défendait comme une mode authentique des îles. À l'époque, ce souvenir l'agaçait. Seul dans la grotte, il finit par sourire. Les autres sont morts parce qu'il les a tués. Aucun titre ne peut adoucir ce fait. Les souvenirs de son nouveau corps sont une distraction moins douloureuse. Son ancien propriétaire était un recrue harcelé qui cultivait de la nourriture, évitait les démons plus forts, espérait entrer dans un camp d'entraînement. Les démons ont changé en 5 ans depuis la chute de Sumouris. Ils ont maintenant des écoles, des lois, des routes commerciales et 5 principautés dirigées par de puissants seigneurs. Apparemment, la civilisation les a atteints et les a rendus encore plus irritants. Gron suit le chemin du recrue mort vers un camp sur Round Mountain. Là, il découvre la nouvelle hiérarchie. La force d'un démon se mesure par des sauts de talent, les plus dangereux atteignant 6. Son corps actuel a à peine éveillé son premier. Pendant l'entraînement, un rugissement de bête capturée se libère. La bête à 3 sauts déchire ses liens et fait fuir les recrues dans toutes les directions. Grande reste où il est. Il se souvient d'avoir combattu cette espèce auparavant. Sa vue est parfaitement bonne, peu importe ce que le livre sous son nom prétend. Sa véritable faiblesse est qu'il peut sentir l'intention de tuer trop clairement. Alors Grand laisse échapper une fraction de sa propre intention. La bête le regarde et s'enfuit. Tout le monde suppose que le livre du célèbre héros avait raison et que la créature ne l'a tout simplement pas vu. Grand ne les corrige pas. Une mauvaise information dans les écoles de démons semble moins un problème qu'un service public. Le génie à plumes qui l'a poussé plus tôt prend la main tendue de Grand pour une offre d'aide. Il l'attrape tout en faisant semblant que le service ne signifie rien. Grande arrache une bande de vêtements du démon, essuie le sang du rugissement de bête de ses doigts et s'éloigne. L'humiliation fait ce que la peur n'a pas pu. Le génie exige une explication devant les autres recrues. Gron leur dit qu'il a lu la faiblesse dans un livre humain appelé Tactique contre les démons. L'auteur était Gron lui-même. Le livre prétend faussement que les Bestrors ont une mauvaise vision, et les recrues l'acceptent car elles n'ont jamais rencontré un assez intelligent pour parler. Le mensonge donne une idée aux démons à plumes. Si Grin connaît les tactiques humaines, il sait peut-être où les chasseurs humains cachent des trésors. C'est pourquoi les intimidateurs le suivent plus tard, et pourquoi Grin n'a aucune raison de les décourager. L'incident attire l'attention des mêmes recrues qui ont tourmenté le propriétaire original de ce corps. 5 d'entre eux suivent Groen loin du camp, s'attendant à une autre correction facile. Il les laisse l'entourer car regrouper toutes les cibles fait gagner du temps. Le premier attaquant inhale un nuage de poison de serpent. Le second perd Groen dans la fumée, pour découvrir que les serpents n'ont pas besoin de vision normale quand la chaleur corporelle peint chaque ennemi en rouge vif. Groen se déplace à travers la brume, brisant des articulations et ouvrant des gorges pendant que le groupe attaque des ombres. Un survivant finit par offrir des informations en échange de sa vie. Il connaît l'emplacement d'une grotte aux trésors secrètes. Il accepte l'accord. Il laisse même le démon marcher devant. C'est moins de la miséricorde et plus de la détection de pièges. La grotte est remplie de lames cachées, de sols qui s'effondrent et de créatures placées là pour tuer les voleurs. Le guide de Grand découvre la plupart d'entre elles personnellement. Quand ils atteignent la chambre intérieure, le pauvre imbécile a souvent servi de bouclier pour réaliser que la promesse de survie avait des conditions très flexibles. Le véritable propriétaire du trésor est un démon à plumes avec 2 sauts de talent. Il tire une flèche tonnerre, abandonne la chambre et s'échappe à travers un lac infesté de vers de bile. Grand le suit quand même. Les vers l'assaillent en nombre suffisant pour lui arracher la chair des os.
Au lieu de cela, chaque mort nourrit une montagne de cadavres et une mer de sang. Le deuxième seau de Gron s'ouvre au milieu du lac, et l'augmentation soudaine lui permet de tailler à travers tout le nid. Le démon à plumes attendait ce moment précis. Il tire une flèche tonnerre impériale et tire avant que Gron puisse stabiliser sa nouvelle force. L'éclair engloutit le démon serpent tout entier. Un instant, même Gron pense que le nouveau corps a atteint sa limite. Puis son instinct de survie active une capacité héritée appelée peau de serpent. Plutôt que de résister à l'éclair, le corps se débarrasse, s'adapte et absorbe l'énergie. Ron sort de l'explosion avec une nouvelle forme tonnerre. La confiance du démon à plumes disparaît immédiatement. Sa sœur aveugle rejoint le combat. Ses yeux peuvent asservir les créatures vivantes, alors elle force un des vers géants à attaquer pendant que son frère continue de tirer d'en haut. C'est une bonne combinaison. Contre presque n'importe qui d'autre, cela aurait même pu avoir de l'importance. Gron utilise le corps du ver pour bloquer la prochaine flèche, réduit la distance à travers l'éclair et arrache le frère de l'air. La sœur essaye de le contrôler directement, mais ce qui vit derrière le seau de Grande est bien plus effrayant que tout ce qui se trouve dans ses yeux. Les deux frères et sœurs finissent au sol. En fouillant leurs affaires, Grande trouve une bourse remplie de yeux humains frais. Le frère explique qu'il les a collectés pour guérir la cécité de sa sœur. Il s'attend à ce que Grande comprenne. La famille était la raison après tout. Gron demande combien de ces humains ont supplié de vivre. Aucun des deux frères et sœurs ne se souvient. Cela lui donne sa réponse. Leur mort laisse suffisamment de place pour que Gron stabilise sa nouvelle forme, mais cela crée aussi un problème. La dirigeante de la montagne ronde, un démon à 4 seaux appelé Brizos, arrive pour inspecter les dégâts. Elle voit le sol brûlé, les vers morts et les restes de 2 recrues prometteuses. Quiconque a fait cela ne devrait pas exister dans son territoire. Gronde observe de loin et décide quelle sera sa prochaine cible. Charger une dirigeante à 4 seaux, avec un deuxième seau à moitié testé, serait moins un plan qu'un don, alors il commence à chercher des armes et des informations. Les souvenirs de la recrue morte le mènent à un marché caché sous la montagne. Le marché vend tout ce que les lois de la surface prétendent que les démons n'utilisent plus. Les cœurs humains sont transformés en élixir. Les esclaves sont enchaînés à côté des stands d'armes. L'acier mortuaire, un métal qui réagit au pouvoir spirituel, est échangé comme de la ferraille ordinaire. Brizos aurait soi-disant interdit la plupart d'entre eux, ce qui signifie que son administration est soit corrompue, soit incroyablement mauvaise pour lire les signes. Gron fait semblant de vendre des flèches tonnerres et utilise la négociation pour identifier tous les participants au marché. Puis, il tue les marchands, prend l'acier mortuaire et ouvre les cages des esclaves. La plupart des prisonniers sont aveugles. Leurs ravisseurs leur ont enlevé les yeux avant de les vendre, supposant que des humains endommagés seraient plus faciles à contrôler. Gron leur rend la vue un par un. Une fille regarde autour d'elle pour la première fois, étudie les démons morts et fait immédiatement une blague horrible. Personne ne rit. Gron le fait. C'est ainsi que Sula décide qu'il est probablement le démon le moins dangereux, ce qui est un très bas niveau. Avant de laisser partir les prisonniers, Gron libère un léger poison et leur dit qu'il pourrait finalement les tuer. Les corps se figent, la panique se répand. Puis il explique que faire confiance à un démon juste parce qu'il les a aidés une fois, c'est comment ils finissent dans une seconde cage. Sula remarque que le poison ne les a que paralysés. Un vrai tueur ne perdrait pas de temps à enseigner la prudence. Elle le défie, se lève quand l'effet s'estompe, et annonce qu'elle vient avec lui. Gron refuse. Zula le suit quand même. Elle se présente comme une forgeronne et la petite fille d'Elysius. Ce nom stoppe Gron net. Il y a des années, l'église de la Miséricorde l'a envoyé chez Elysius pour une arme. Le vieux forgeron a senti le sang sur Gron et lui a dit de partir. Cependant, Sœur Dia l'avait recommandé, et c'était l'un des rares noms qu'Elysius respectait assez pour reconsidérer. Il a finalement forgé une épée pour Gron et l'a nommée Sula, d'après sa petite fille. Gron est arrivé trop tard pour les sauver, mais il a béni le bébé pendant qu'Elysius retournait au combat. Maintenant, ce bébé se tient dans un marché de démons, demandant l'acier mortuaire pour finir une nouvelle lame. Sula reconnaît aussi Gron. Un visage différent et une queue de serpent ne cachent pas les habitudes de l'homme qu'il a autrefois tenu. Au lieu d'être effrayée, elle semble soulagée. Gron, quant à lui, doit accepter que son identité secrète n'a duré qu'une conversation. Il envoie les prisonniers sauvés vers l'est avec des provisions et un message écrit affirmant qu'un disciple du chevalier vampire les a sauvés. Cela leur donne un nom humain à faire confiance si quelqu'un remet en question leur histoire et éloigne l'attention de Sula. À part l'épée détruite sur Moonbeast Ridge, seules quelques lames fabriquées selon les méthodes de sa famille existent encore. Son grand-père connaissait l'art complet. Elle en connaît une partie.
Un seigneur démon nommé Agricola en sait assez pour être dangereux. L'arme inachevée prend forme sous son marteau. Sula l'appelle Sula Junior. Gron fixe la lame nommée d'après la forgeronne, qui a été nommée d'après son ancienne épée, et décide de ne pas demander ce qui se passe quand une troisième version apparaît. Ombrecker a déjà remarqué un autre prédateur se déplacer dans son territoire. Des démons talentueux meurent depuis 2 ans, et maintenant le marché noir a également été effacé. Elle étudie un atlas de sauts innés, compare les marques de foudre laissées par Gron avec chaque talent enregistré, et s'arrête brièvement sur une montagne de cadavres et une mer de sang. Bonebreaker le rejette comme la mauvaise capacité et continue de chercher. Ron la rencontre déguisée avant que son arme ne soit prête. Elle attaque depuis l'ombre pour tester le recrue suspect au sang de serpent. Son premier coup se brise sur son ventre. Il crée un abri d'eau et envoie de l'électricité dans l'inondation. Mais Bonebreaker concentre son pouvoir de saut et endure le courant. Aucun d'eux ne révèle tout. Bonebreaker décide que l'inconnu peut être plus utile comme serviteur que comme cadavre. Grand recul, sachant qu'il peut à peine l'égratigner à son niveau actuel. En atteignant la grotte, une fumée noire s'échappe de l'entrée. Sula a oublié de construire un tuyau d'échappement et a presque enseveli la forge sous la suie, mais la lame dans ses mains est réelle. Elle n'a pas encore de garde, de poignée ou de pommeau. Grand enroule la soie autour de la tige exposée et décide que l'acier inachevé vaut mieux qu'un cercueil fini. Sula demande s'il peut exécuter la seconde forme de l'épée de la chute du ciel avec. Grand dit qu'il n'y a nulle part sur la montagne ronde assez sûr pour une démonstration complète. Le lendemain, il a trouvé un endroit. Maintenant, il doit juste attirer Bonebreaker dans un endroit privé. Rouleur a une faiblesse sur laquelle tous les informateurs s'accordent. Elle adore les tartes aux fruits géantes. Grand en prépare une assez grande pour être considérée comme équipement de siège et la porte directement dans sa résidence pendant que les gardes partent chercher du vin. Ce n'est pas le plan d'assassinat le plus digne jamais créé, mais la dignité n'a jamais tué un démon fossile. Bonebreaker attend déjà dans la salle d'audience. Elle regarde la tarte, traite Grain de garçon intelligent pour être venu d'elle-même, et tend la main vers la première part. Grain lui coupe la joue avec Sula Junior à la place. Sa première charge lui écrase presque la poitrine. Gron répond avec de l'électricité, mais le bouclier absorbe l'impact. Il change d'angle, envoie le courant à travers le sol, et utilise l'acier mortuaire de Sula Junior pour perturber le flux du saut de Bonebreaker. Elle s'adapte tout aussi vite. Chaque échange semble étrangement familier. La façon dont elle plante ses pieds avant de subir une lourde attaque, le léger ajustement de son bouclier, même la pose qu'elle utilise pour inviter un ennemi à portée de frappe, Gron a combattu à côté de ses habitudes pendant des années. Bonebreaker le fracasse à travers un étage, puis un autre. Son crâne se fissure contre la pierre. Le sang de serpent reconstruit les dégâts, mais guérir ne rend pas agréable d'être utilisé comme équipement de construction. Bronn se relève et exécute la seconde forme de l'épée de la chute du ciel. Bonebreaker répond en enfonçant sa lance dans le sol et en ouvrant son talent ultime. Une énorme bannière de bataille apparaît derrière elle. La bannière absorbe la force de l'attaque de Gronde, la stocke et la renvoie avec intérêt. Gron connaît cette capacité. Il l'a vu lui sauver la vie plus de fois qu'il ne peut le compter. Il baisse son arme et l'appelle Faye. Bonebreaker s'arrête. Le nom les ramène tous les deux à leur première rencontre. Merovitch avait promis aux autres qu'il avait trouvé un 5e membre pour leur groupe, mais quand ils sont arrivés à la montagne ronde, tout ce qu'ils ont vu était un géant émergeant de ce qui ressemblait à une colline, et quelque chose a éclaté au sommet de son crâne. Gronde était entré dans la créature seule et avait utilisé la première forme de l'épée de la chute du ciel depuis l'intérieur de sa tête. Le géant mort titubait vers les futurs héros, pendant que Sofka et Faye combinaient des barrières pour arrêter sa chute. Quand la énorme mâchoire s'est ouverte, Gronde a rampé hors de la bouche, couvert de fluide cérébral, et a demandé à Merovitch si c'étaient les assistants qu'il avait mentionnés. Merovitch l'a corrigé. Ce n'étaient pas des amis, mais des camarades qui vaincraient ensemble l'empereur démon. Les émotions fortes étaient des faiblesses. Faye n'était pas d'accord, mais elle ne voyait pas l'intérêt de discuter avec quelqu'un d'aussi désagréable. Maintenant, dans la salle en ruine de Bonebreaker, cet homme désagréable lui montre le sceau sur son cou. Pendant 5 ans, Faye a cru que tout le monde de Moonbeast Ridge était parti. Maintenant, le guérisseur qui l'a tué se tient devant elle, sous la forme d'un démon serpent, tenant une épée faite par la petite fille de l'homme qui a forgé la sienne. Elle hésite à savoir si c'est un miracle ou une insulte. Puis elle le frappe quand même. Ensuite, elle le serre dans ses bras assez fort pour rouvrir plusieurs blessures et commence à pleurer. Gron s'excuse de ne pas avoir réussi à garder le groupe en vie. Faye l'interrompt avant qu'il ne termine. Même dans leur première vie,
Rien ne l'irritait plus que de l'entendre dire que chaque tragédie aurait disparu s'il avait simplement essayé plus fort. Le combat est fini lorsque ses gardes se précipitent à l'intérieur. Ce qu'ils trouvent, c'est un bâtiment en ruine, leur dirigeant sur un étranger épuisé, et tous deux refusant d'expliquer. Les gardes tirent silencieusement la mauvaise conclusion et se retirent à la vitesse de personnes qui se souviennent soudain d'un rendez-vous urgent ailleurs. Grant soigne la blessure de Faye et reçoit une autre surprise. La forteresse de fer était une femme depuis le début, Faye le fixe. Ils ont combattu ensemble pendant 3 ans. Elle ne l'a jamais caché. Les autres le savaient. À un moment donné, quelqu'un l'a même appelée leur grande sœur devant lui. Grant pensait que c'était un grade militaire du Nord. Certains mystères survivent vraiment à la mort. Faye conduit Grant et Sula dans une chambre cachée sous sa résidence. Publiquement, Bonebreaker règne sur Round Mountain pour les démons. En privé, elle a paralysé leur avenir pendant des années. Des recrues prometteuses disparaissent lors de missions dangereuses, des factions violentes sont encouragées à s'éliminer mutuellement, et les pires criminels reçoivent des punitions qui s'avèrent fatales. Avant de quitter la grotte, Faye trouve la figurine brûlée de Grant. Elle la place à côté des gravures des 4 autres héros. Grant dit que la détruire était censé garder ses yeux ouverts et faire de lui un homme meilleur. Faye répond qu'il n'a pas le droit de s'effacer et d'appeler cela une amélioration. Cette fois, aucun d'eux ne se battra seul. Grant approuve le travail, bien qu'il souligne que son système est plus lent que de tuer tout le monde dans la principauté. Faye lui rappelle que des déclarations comme celle-là sont la raison pour laquelle personne ne l'a jamais pris pour le membre amical des 5 héros. La réincarnation les a changés tous les deux. Leurs instincts démoniaques sont réels, mais les personnes qu'ils étaient aussi. Grant prétend que le nouveau corps a peut-être adouci sa personnalité. Faye regarde les cadavres à l'extérieur et décide de ne pas dignifier cela d'une réponse. Elle a des informations sur les autres. Feya est vivante quelque part dans la principauté du silence, bien que des complications physiques non spécifiées aient empêché les sœurs de se rencontrer. La localisation de Merovitch est inconnue. Sofka n'a laissé aucune trace. Feya possède également la moitié d'un ancien artefact appelé l'appel de la mère des âmes. Une fois complet, il peut plonger une personne dans des souvenirs ancrés dans l'âme. L'autre moitié a été volée par des bandits dans les terres neutres. Ron voit une chance de découvrir qui les a réincarnés et pourquoi. Trouver la coquille volée est presque décevant de facilité. Les bandits la gardent parmi des caisses de butin, croyant que l'objet étrange n'a aucune valeur. Sortir sans laisser un d'eux s'échapper avec est le vrai problème. Ils entrent dans 2 caisses de fournitures volées. Faye veut sauter et anéantir le camp tout de suite. Mais Grant souligne qu'un bandit s'échappant pourrait emporter la coquille et gâcher leur seule piste. Il reste immobile pendant qu'un démon s'assoit sur la caisse de Grant et craque le bois en dessous. Quand le chef des bandits apparaît enfin, il tend la bourse au trésor à son compagnon et fait semblant de défendre tout le monde. Au lieu de cela, il s'agenouille devant Grant et demande à être sauvé de sa propre bande. Son compagnon le tue pour l'insulte, prend la bourse et se propose comme nouvel partenaire de Grant si celui-ci peut l'attraper. La forme de tonnerre résout ce défi avant qu'elle n'ait fini de sourire. Grant prend la bourse et une de ses mains dans le même mouvement. Bay s'occupe du reste du camp. Au début, elle retombe dans les habitudes de son ancienne armure, alternant entre défense pure et attaque brutale. Grant envoie un serpent dans son seau et laisse son poison se mélanger à son pouvoir. Quand elle comprend ce qu'il démontre, le bouclier et la lance commencent à travailler ensemble. Chaque bloc affaiblit un attaquant, chaque contre utilise cette faiblesse, et les bandits disparaissent beaucoup plus vite. Avant de l'utiliser, Grant aide Faye à corriger une faiblesse dans son style de combat actuel. Sa bannière de bataille peut absorber presque tout, mais, une fois qu'elle commence à libérer la force stockée, sa défense chute. Grant lui apprend à mélanger son poison à l'énergie du sceau qu'elle stocke. Maintenant, un ennemi qui pousse contre sa protection s'affaiblira lentement, et la contre-attaque finale portera le même poison. Wade n'aime pas admettre que l'idée est bonne. Grant est assez observateur pour le dire à voix haute. Une fois la coquille complète, ils entrent tous les deux dans la mer des âmes. Ils voient les derniers instants de Sumuras de l'autre côté. L'empereur démon possédait un cercle de réincarnation, mais ce n'était pas à l'origine son pouvoir. Le seigneur de l'éternité, Ju, lui avait transféré cette capacité. Quand Grant a détruit le cœur de Sumuris, le cercle endommagé s'est tout de même activé. La mémoire montre Sumuris ouvrant un 3e œil caché après que la lame de Grant passe à travers Faye. Il appelle la réincarnation un plan de secours et admet que le pouvoir appartient à quelqu'un d'autre. Puis le cercle se forme autour de son âme, en train de s'effondrer et se fissure avant de pouvoir se compléter. Il a attiré les âmes les plus proches. Grant, Merovitch, Faye et Feya
ont été emportés dans le rituel brisé avec leur ennemi. Sofka ne l'était pas. Elle était morte avant que Grone ne tue les autres, ce qui signifie que son âme était déjà au-delà de la portée du cercle. La découverte fait mal, mais elle crée aussi un danger plus immédiat. Sumura doit aussi avoir été réincarné. S'il trouve un hôte puissant et se réveille complètement, la guerre que l'humanité a survécue recommencera. Grone demande ce qu'il est advenu de Sofka. Faye essaie de changer de sujet en offrant un dîner à Sula. Il ne la laisse pas faire. La dernière fois que Faye a vu de l'espoir entre eux, les héros étaient revenus de la pêche et avaient trouvé Grone et Sofka seuls près d'un feu. Faye a arrêté Merovitch et Faye avant qu'ils ne puissent interrompre. Merovitch, qui avait déjà survécu à un mariage raté, a admis que reconnaître le bon moment romantique n'était pas l'un de ses talents. Sofka a remarqué que le nombre à côté de l'œil de Grone avait disparu. Il a expliqué que le compte apparaissait quand il tuait contre sa volonté et disparaissait seulement quand il se sentait vraiment heureux. Elle a commencé à nommer les gens autour de lui. Merovitch a fait du camp un foyer. Faye était franche mais attentionnée. Faye rendait chaque conversation plus légère. Puis Sofka a demandé à parler d'elle. Grone détourna le regard et dit doucement qu'elle devait aussi figurer sur cette liste. Maintenant, il n'y a plus de Sofka dans le cercle de réincarnation et aucun indice qu'elle soit revenue ailleurs. Grone presse un point contre l'image de Sumiris sur le mur de Faye. Si l'empereur a même pris la possibilité de la retrouver, c'est une dette de plus qu'ils devront payer en sang. Faye essaye de suivre les souvenirs de Gran, cherchant ce que le cercle a pu laisser derrière. La lumière disparaît, des eaux s'élèvent sous d'innombrables pendaisons, et quelque chose d'énorme la fixe depuis le sceau de Gran. Des statues de la déesse de la miséricorde pendent au-dessus de l'abîme. Une voix d'enfant dit à Faye de la suivre vers la sortie. Un autre grand crie derrière elle de ne pas écouter et de ne pas regarder l'enfant. Elle regarde. Ce n'est pas Sumuras. La présence semble plus ancienne que son nouveau corps et beaucoup plus intéressée par la mort. Gran tire Faye avant qu'elle ne puisse l'atteindre. De retour dans la chambre, elle exige de savoir ce qu'elle a vu. Il dit qu'il expliquera quand il comprendra lui-même. Cette réponse ne satisfait aucun d'eux, mais Sumuras a la priorité. Faye explique comment la société démoniaque a changé après la chute de l'empereur. Sumuras a créé les premiers démons et a divisé le pouvoir entre 5 grands seigneurs. Zhu a ensuite introduit de nouvelles générations, l'éducation formelle, le gouvernement et des lois, puis a silencieusement remplacé la plupart des anciens dirigeants par des leaders fidèles à sa vision. Le résultat est une espèce qui mange toujours des humains, mais qui remplit maintenant des papiers ensuite. Pendant que Grone et Faye planifient leur chasse, Sumuras s'est déjà éveillé. Dans le village de Hearthstone, un groupe de démons torture un père humain devant sa fille. Ils ne cherchent pas d'informations, ils prennent simplement plaisir à voir la famille se briser. La fille cesse soudain de pleurer. Quand elle regarde à nouveau, Sumuras est derrière ses yeux. Il tue d'abord le père, non par cruauté, mais pour mettre fin à la souffrance de l'homme. Puis, il efface chaque démon du village pour avoir pris plaisir à la douleur. Pendant un bref instant, on dirait presque que l'empereur renaissant pourrait avoir développé de la miséricorde. Puis, la mère de la fille revient. Sumuras l'embrasse, absorbe son corps et décide que le véritable salut signifie mettre fin à la souffrance de tous les êtres vivants en les rendant partie de lui. Il a changé son langage, pas sa destination. Au loin, l'obscurité à l'intérieur du sceau de Grone murmure sa propre solution. Exterminer chaque démon. Grande ne conteste pas cet objectif. Il refuse seulement de laisser la chose choisir ses méthodes. Pour protéger l'humanité tant qu'il reste dans le territoire démoniaque, il dessine un cercle d'invocation avec son sang et appelle un ancien élève. Rien ne se passe pendant 2 heures. Faye s'endort contre une roche. Sula observe chaque chauve-souris dans les arbres, s'attendant à voir un vampire légendaire surgir de l'ombre. L'une se pose derrière elle, et elle rit d'elle-même d'avoir eu peur d'une si petite chose. Puis un pic en fer couvert de sang apparaît devant son visage. Vilain, le chevalier vampire, arrive en s'attendant à un piège. Il attaque le étrange démon serpent avant que Gran ait pu le saluer. Gran bloque, critique sa posture et commence à le sermonner dans le ton exact que Vilain se rappelle de l'école. Le chevalier s'arrête en plein coup. Il y a des années, Vilain était un élève effrayé, tourmenté par le modèle Lorenz et ses amis. Ils se moquaient de son seau de sang, l'ont traîné dans un escalier et ont essayé de le frapper là où aucun professeur ne pourrait voir. Le modèle a pressé du métal chaud dans la main de Vilain. Le garçon a supplié de l'épargner, car sa mère remarquerait la blessure. Le modèle a parfaitement compris. C'est pourquoi il a choisi la main. Gran a vu. Au début, il a simplement enlevé le fer et a guéri Vilain.
Le modèle a protesté qu'un professeur honoraire sans poste permanent n'avait aucune autorité sur le fils d'un aristocrate. Grant a répondu en le jetant, lui et ses amis, par la fenêtre. Les intimidateurs sont revenus plus tard et ont pendu Villain à un arbre avec des vignes vivantes. Ils voulaient qu'il attire grain sur le territoire de Lawrence, où le clan pourrait torturer le professeur sans témoin de l'académie. Villain a refusé, même lorsque les vignes ont commencé à lui briser les os. Gron l'a trouvé avant qu'il ne puisse finir. Quand Gron a découvert la deuxième embuscade, il a libéré Villain et a fait tomber les 3 attaquants dans la pente. Alors qu'ils disparaissaient dans les arbres en bas, il a fait remarquer que leurs parents pourraient avoir besoin de pelles pour les récupérer. Villain a appris 2 choses ce jour-là. Le professeur Grant protégeait ses élèves, et l'homme exprimait cette protection avec très peu de respect pour les plaintes aristocratiques. Grant a également vu le talent de Villain sur le registre de l'académie et lui a ordonné d'assister aux cours. Le garçon a admis qu'il avait peur de son propre seau de sang, d'autres élèves l'appelaient monstrueux. Grant lui a dit d'en faire un monstre pour l'ennemi à la place, puis a demandé ce que la famille de Villain servait pour le dîner. La réponse était une tarte aux fruits qui a peut-être aidé à obtenir le mentorat. Grant lui a ensuite appris à ne plus considérer son pouvoir sanguin comme une malédiction. Si l'aptitude effrayait les alliés, Villain pouvait plutôt diriger cette peur vers les ennemis. Le garçon nerveux est finalement devenu l'un des chevaliers vampires les plus puissants de l'humanité. Maintenant, Gron lui confie une tâche plus importante que leur réunion. Sumiris a besoin d'un corps puissant. Les 2 autres possibles les plus dangereux sont Oya, empereur d'Igna, et Lanius Yuha, de l'Alliance du Nord. Villain doit avertir les 2 camps de ne pas tuer l'un ou l'autre des souverains s'ils se comportent soudainement de manière étrange. Une mort au mauvais moment pourrait permettre à Sumiris de fusionner complètement avec l'hôte. Villain demande ce que Gront prévoit de faire s'il capture l'empereur vivant. Gront décrit une cruche scellée, le retrait de la langue et des yeux de Sumuris, une alimentation constante, et juste assez de guérison pour le garder conscient pour toujours. Faye écoute sur le côté et se sent à nouveau reconnaissante que Gront soit resté un héros. Velen part pour les terres humaines. Gron, Faye et Sula se préparent à voyager vers le Principauté du Silence, où le seigneur actuel, Fenling, pourrait en savoir plus sur les mouvements de Faye et Zhu. Avant de partir, un des officiers de Faye essaye de rappeler à Gron sa place. Desert Fang est un fier démon du désert qui choisit toujours la pire personne à humilier. Il force Gron à s'agenouiller dans du fumier devant la cavalerie. Faye arrive, regarde la scène et fait prendre la place de Gron à Desert Fang. L'unité conclut immédiatement que le démon serpent inconnu a un lien terrifiant avec leur dirigeant. Desert Fang passe de tyran à subordonné dévoué si vite que cela devrait compter comme une technique de mouvement. Gron le laisse garder son poste. Un idiot bruyant en position visible est plus facile à surveiller que n'importe quel idiot ambitieux qui pourrait le remplacer. Ailleurs, Shu rassemble les autres dirigeants démons. Il soutient que l'espèce a besoin de plus que des armées et des écoles. Ils ont besoin de foi. Sumuras peut être mort, mais vénérer leur créateur donnerait à la civilisation démoniaque une identité commune. Fenling rejette l'idée et sort. Pour lui, remplacer la force par la religion n'est qu'un moyen pour Zhu de se placer au-dessus des autres seigneurs. Le désaccord confirme que les 5 principautés ne sont pas unies. Pour Gron, cela signifie des opportunités. Le vilain atteint la cour de l'empereur Oya et découvre qu'un dirigeant est bien plus difficile quand il aime transformer les affaires de l'État en théâtre. Oya tient 2 livres, un pour les décisions prises en tant que roi éclairé et miséricordieux, et un autre pour les choix faits par son côté plus sombre. La distinction semble dépendre de son humeur. Il écoute lorsque le vilain mentionne Gran. Oya comprend que laisser Sumuras prendre son corps serait pire que toute défaite politique. Il accepte d'avertir Juha également et ordonne une protection supplémentaire autour des 2 autres potentiels. L'une de ces protections est Limestorf, la même bête qui a fui Gron au camp d'entraînement. La bête travaille pour Oya en échange d'or et fait clairement comprendre que la loyauté n'a rien à voir avec cet arrangement. Oya trouve cela rassurant. Un mercenaire qui admet le prix est souvent plus sûr qu'un patriote qui en cache un. Sur le chemin sortant de Round Mountain, Gron commence à enseigner à Sula comment fonctionnent les sauts de talent. Chaque technique, peu importe à quel point elle est impressionnante, repose sur 4 fondations. Mobiliser le pouvoir, l'amplifier, le libérer et le mouler en une forme utile. Sula comprend l'explication. Éveiller son propre talent est une autre affaire. Grand lui dit qu'il pourrait avoir besoin de lui casser le bras pour créer suffisamment de pression. De petits ouvriers jaunes apparaissent immédiatement autour d'elle et commencent à réparer tout ce qu'ils peuvent toucher. Apparemment, Terror est un excellent instructeur. Les créatures sont son talent inné
et leur capacité à construire pourrait lui permettre de créer un saut acquis également. Grunt commence à tester leurs limites, tandis que Sula remet en question chaque choix de vie qui l'a mené à des leçons privées avec lui. Leur entraînement s'arrête lorsque le groupe détecte des voyageurs blessés devant. Les voyageurs traînent un transport couvert à travers les terres neutres. Lilo continue d'ordonner à tout le monde de ne pas l'appeler capitaine, tout en se comportant bruyamment comme un capitaine. Dubuta s'excuse d'être un terrible éclaireur. Christine dépense le reste de son pouvoir de guérison pour essayer de garder la personne à l'intérieur en vie. Et Lilo pense que personne ne peut entendre. Il maudit la mission, les démons et l'énorme somme que sa famille a payée pour avoir une chance de rejoindre les chevaliers royaux et courtiser une princesse. Puis Yvette tousse à l'intérieur du transport, et le même homme prend immédiatement la corde la plus lourde des autres. Quoi qu'il soit, il ne l'abandonnera pas. La fille blessée est Yvette, la 9e fille adoptive de Oya. Ses escorteurs Lilo, Dubuta et Christine essaient de la garder en vie, tout en évitant les démons qui fouillent la zone. Yvette porte le corps céleste, un talent qui peut agrandir son corps ou tout ce qu'elle renforce. C'est exactement le genre d'hôte que Sumuras pourrait vouloir à l'avenir. Elle est aussi utile maintenant. Gron propose de la soigner en échange d'informations. Les escortes ne font pas confiance à un démon serpent, alors il empoisonne discrètement Yvette et attend que Lilo remarque son état qui se dégrade. Au début, Yvette refuse les conditions. Elle propose presque tout autre paiement et interdit à Lilo de révéler des informations humaines. La dose de poison est faible et elle pense pouvoir récupérer assez de pouvoir pour l'éliminer en quelques minutes. Ron se tourne comme s'il avait accepté le refus. Yvette voit le truc immédiatement et prévient Lilo qu'il fait semblant de partir pour qu'on l'appelle de nouveau. Lilo l'appelle quand même. Le groupe d'Yvette cherche le bras coupé de Gron. Après Moonbeast Ridge, le membre a atteint un démon nommé Xir. Il servait Balnier, un ancien seigneur infâme même pour un démon, et contrôle maintenant la ville en ruine de Ningyu. Attacher le bras du héros a considérablement augmenté le pouvoir de Xir. Yvette veut qu'il soit retiré avant que quiconque ne découvre comment reproduire le processus. Gron la soigne et cache sa réaction. Yvette ne punit pas Lilo pour lui avoir désobéi. Elle prend la responsabilité de donner des ordres peu clairs et dit aux escortes qu'ils vont se reposer avant d'essayer à nouveau. Cela lui vaut plus de respect de la part de Gron que son titre. Trouver son ancien bras attaché à un ennemi est désagréable. Découvrir qu'une princesse l'a déjà revendiqué est tout simplement impoli. Avant que les deux parties ne puissent renégocier la propriété, la confrérie des écorcheurs les entoure. Les bandits sont dirigés par un démon dont le talent transforme les énigmes en règles. Il demande à Gron quel os de la main est le plus important. Gron répond le 4e. Le démon déclare que la bonne réponse était le petit doigt, ce qui signifie que la pénalité imposée devrait écraser le corps de Gron. Rien ne se passe. Le bandit rit et commence à expliquer pourquoi Gron a perdu. Gron avance, ouvre sa mâchoire et l'informe qu'une énigme n'a de pouvoir que si la réponse est réellement vraie. Le reste de la confrérie attaque. Skull, leur plus grand combattant, transforme les structures environnantes en une forteresse de pierre mobile. 2 géants chargent derrière, confiant que personne dans le groupe blessé d'Yvette ne peut arrêter un tel poids. Yvette se lève, active le corps céleste et grandit jusqu'à ce que les géants atteignent à peine sa cheville. Un pas met fin à la discussion. Les survivants fuient, laissant Gron et Yvette avec un accord temporaire. Ils coopéreront jusqu'à la défaite de Xir et partageront le bras récupéré équitablement. Tous deux hochent la tête avec des expressions parfaitement sérieuses. Tous deux prévoient déjà de prendre le tout. Alors que le groupe se dirige vers l'ouest, ils aperçoivent un dragon maléfique tournoyant au loin. Personne n'est en état pour une autre bataille inutile, donc ils l'évitent et montent le camp. Autour du feu, les escortes d'Yvette commencent à parler de Merovitch. Pour eux, le chevalier parfait était le héros idéal, gracieux, honorable, invaincu, et si habile qu'aucun ennemi n'a jamais réussi à lui laisser une cicatrice. Un étranger apparaît près du feu et demande du fromage, puis il coupe un de leurs doigts. L'homme est Merovitch, renaissant en dragon maléfique. Il annonce que son maître lui a ordonné de capturer Yvette et attaque avec son style de combat. Gron le reconnaît après le premier échange. Merovitch reconnaît Gron et Faye tout aussi vite. Cela devrait faciliter les retrouvailles. Ce n'est pas le cas. Merovitch attaque plus fort, se plaint que Gronde a ruiné son visage parfait et coupe le bras de Faye pour prouver qu'il est sérieux. Son âme de dragon, nuit éternelle, répand une brume blanche sur le champ de bataille. Yvette agrandit un bouclier pendant que Faye bloque la pression directe. Gron lit les changements de température et ouvre des routes sûres à travers la brume. L'équipe survit, mais Merovitch les force encore en arrière avant de se retirer. Ce n'est qu'une fois parti que Gronde explique ce qui s'est réellement passé.
Le combat était un message. Ils sont surveillés. En prétendant servir un maître et en attaquant de manière convaincante, il les a avertis de ne pas exposer son identité. Chaque coup apparemment fatal était porté là où Groen ou Fei pouvaient récupérer. La plainte sur son visage était réelle. Dans sa première vie, Marovitch était obsédé par l'idée d'obtenir une cicatrice de bataille. Il en a enfin reçu une lors d'un combat désespéré et l'a fièrement montrée aux autres. Gronde a vu une blessure et l'a soignée avant que Merovitch ne puisse l'arrêter. Le chevalier parfait n'a jamais pardonné cet acte de vandalisme médical. À une certaine distance, Merovitch rencontre le surveillant, Simon. Simon travaille pour la même organisation secrète et veut savoir pourquoi le dragon a laissé Yvette s'échapper. Marovitch prétend que le groupe était plus fort que prévu et exige 10 bouteilles d'élixir d'acier Oya. Marovitch baisse le prix à 2 bouteilles avec la dignité d'un héros légendaire négociant sur un marché. Il s'accorde sur ce montant et il accepte de continuer à observer Yvette. Les escortes d'Yvette faiblissent sous le poids de tout ce qu'elles ont dit sur les héros à portée d'oreille de 3 d'entre eux. Gron leur dit de se relever. Il y a des problèmes plus urgents que l'embarras historique. Cela n'arrête pas les questions. Une escorte demande si les histoires sur Gran et Sofka étaient vraies. Une autre mentionne les fantômes de White Road, où les 5 héros ont affronté une procession de mariage noyée dans un lac de larmes. Le souvenir revient avec une clarté douloureuse. Sofka a purifié les esprits vengeurs pendant que les autres la protégeaient. Quand elle a tendu la main vers Gron, il a réagi en tirant son épée. Merovitch et Feya pensaient que son comportement le faisait paraître froid et impressionnant. Feya pensait que cela ressemblait à Gron étant Gron. Avec la leçon d'histoire terminée, le groupe atteint Ningyu. Les forces de Ger contrôlent chaque porte. Ils ne peuvent pas entrer ensemble. Ils doivent entrer comme recrues, apprendre les défenses de la ville, identifier la vérité derrière le pouvoir de Ger et l'isoler avant d'attaquer. Les candidats faibles sont tués sur le champ. Ceux qui hésitent le sont un peu plus tard. Un appareil mesure les talents et le potentiel de combat, pendant que Clover humilie ceux qui attendent. Gron passe devant les autres candidats. Clover tire la langue et lui ordonne de retourner derrière. Gron l'attrape, le transperce et le frappe à mort avec l'orbe de test. Marcus, l'officiel qui enregistre les résultats, examine le corps et note que la performance de Gronde était très satisfaisante. Ningyu a un processus d'embauche direct. Avant de se séparer, Dubuta donne à Gronde un rouleau spécial. Tout ce qui est dessiné sur une copie apparaît sur l'autre, leur permettant d'échanger des informations sans se rencontrer. Les gardes de Gier fouillent chaque recrue. Alors Grand s'ouvre le bras, cache le rouleau à l'intérieur et referme la peau. Les gardes ne trouvent rien. Lors de l'entretien, Gier est assis au piano. Il explique que la musique l'aide à contrôler son envie de tuer tout le monde autour de lui. Selon lui, la nature démoniaque n'est pas une excuse. Une personne peut ressentir une impulsion sans y obéir, et il a passé des années à prouver qu'il possède un libre arbitre. Pour la première fois depuis son entrée en territoire démoniaque, Gron entend un ennemi décrire une lutte qu'il comprend. Gier joue délibérément une fausse note en parlant du passé de Gron. Gron fronce les sourcils avant de pouvoir se contrôler. Cette petite réaction expose le mensonge dans sa réponse. Mais Gier l'embauche quand même. Quiconque assez calme pour détecter la note et assez brutal pour tuer Clover peut être utile. Une jeune fille humaine entre avec une couronne de fleurs. Elle s'appelle Shina et appelle Gier son père. Gier lui frappe la couronne, la gifle et la frappe pour l'avoir interrompue. Il dit qu'elle est une esclave, pas une fille, puis la renvoie au sous-sol. Ron observe tout l'échange sans bouger. Plus tard, il retrouve Shina et ramasse les fleurs tombées. Elle insiste sur le fait que Zir est gentil. Il la nourrit, la protège des pires démons et ne la frappe jamais plus fort que nécessaire. Le collier autour de son cou prouve qu'elle lui appartient, alors elle le resserre elle-même quand il devient lâche. Gron a rencontré des fanatiques, des prisonniers et des enfants entraînés à aimer leur ravisseur. Shina et les 3 à la fois. Il veut la sortir immédiatement, mais la ville est pleine de patrouilles et Xier reste une menace inconnue. Un sauvetage raté la laisserait dans une cage encore plus forte. Grand choisit la patience, bien que chaque instinct en lui déteste cela. Il passe les jours suivants à cartographier Ningyu. De petites morsures de serpents laissent des marques de poison sur les gardes sans les alerter. Grâce à ces marques, il suit les itinéraires de patrouille, les changements de car, les portes cachées et les positions des officiers les plus forts de Xir. Puis Simon entre dans la ville. Lui et Xir portent chacun une lanterne fantôme connectée à leur véritable supérieur, Mathias. Les lanternes permettent de voyager à travers un espace spirituel replié, rendant la distance presque insignifiante. Gron écoute en cachette pendant que Mathias parle de ses pièces,
comme s'il s'agissait de figures sur un échiquier. Simon est son fou. Gyr est son fou. Gyr était autrefois la propriété de Balnier. L'ancien seigneur a placé un dispositif de contrôle dans son crâne, puis a vendu Gyr et la moitié du mécanisme à Mathias. Mathias promet la liberté quand leur jeu politique prendra fin. Gyr a entendu assez de promesses pour savoir mieux, mais il n'a pas trouvé d'autre échappatoire. Sa contribution au plan de Mathias est cachée sous la ville. Là, des femmes humaines ont été fusionnées dans des chambres vivantes. Elles sont maintenues en vie, transformées, et forcées de produire des hybrides humains-démons adultes. Chaque soldat émerge avec 2 sceaux et une obéissance absolue au commandant du rituel. Mathias a créé l'installation à partir de filles orphelines. Il leur a offert un abri, les a livrées à Xyr et a transformé leur corps en utérus d'une armée. Le dernier rituel désigne Mathias comme commandant et Xyr comme adjoint. Toute création défectueuse est détruite et réintroduite dans le processus. Gron arrive dans la chambre, trop tard pour sauver les victimes simplement. Leurs corps et âmes sont unis au-delà de la séparation. La guérison ne préserverait que la machine que Mathias a faite d'eux. Pour un homme qui a construit sa vie autour de la restauration des gens, il y a peu d'endroits plus haïssables. Il enregistre chaque détail sur le rouleau de Dubuta et commence à planifier comment détruire l'ensemble de l'opération. Puis, Sheena est amenée dans la chambre. Des chiffres sont cachés sous le collier autour de son cou. Gyr lui dit de ne jamais laisser Mathias les voir car son talent vaut plus que même l'armée hybride. Sheena possède une montagne de cadavres et une mer de sang. Gyr lui ordonne de tuer les soldats défectueux. Chaque mort ajoute un nouveau compte à son sceau. À mesure que le pouvoir augmente, l'obscurité commence à pousser derrière elle, prenant la même forme que Grand a vue dans son âme. Gyr enfonce un coin en métal dans le sceau et repousse la présence. En arrière, l'objet est l'un des coins célestes de Balnier. Gyr appelle l'éveil de Sheena un jour de chance et traite le coin comme une contrainte. Mais Gron comprend enfin les 2 capacités. La chose à l'intérieur de la montagne de cadavres et de la mer de sang est un parasite. La mort le nourrit. Le soi-disant jour de chance marque le moment où il commence à consommer l'hôte, et le coin retarde ce processus par la force. Si Sheena reste avec Xyr, elle deviendra soit son arme, soit sera vidée par la même obscurité que porte Grand. Il doit les séparer. En dehors de la ville, Faye termine d'écrire une lettre de recommandation pour Yvette. La princesse veut du soutien quand elle retournera à Oya, et une lettre de la forteresse de fer pourrait changer sa position à la cour. Lilo, Dubuta et Christine commencent immédiatement à imaginer des titres, des domaines et un avenir paisible après la mission. Faye leur conseille de ne jamais annoncer ce qu'ils prévoient de faire après une guerre. Les gens qui disent des choses comme ça ont une habitude troublante de mourir avant la scène suivante. Personne ne trouve l'observation réconfortante. Dans l'espace privé de Mathias, la conspiration plus large devient claire. Il descend de l'ancienne dynastie Énéade que Oya a remplacée. Son armée hybride est destinée à renverser l'empereur et à restaurer cette lignée. La mort de Bolnier a éliminé un puissant obstacle, mais Zhu a discrètement offert son aide. Le Seigneur de l'Éternité a une fois rendu visite à Mathias avec des échantillons prélevés sur le corps de Gron. Il voulait savoir si les membres d'un héros pouvaient être greffés sur des démons. Le succès de Mathias, avec le bras de Xie, suggère que Xiu expérimente avec les restes de Moonbeast Ridge depuis des années. Grand a 2 raisons de récupérer le membre et des milliers de raisons de réduire Ningyu en cendres. Avant de commencer, il parle à Shinar à nouveau. Il ne lui dit pas que Xie n'est qu'un monstre. Elle rejetterait l'accusation et s'accrocherait plus fort à lui. Au lieu de cela, Grand lui parle de la première personne qu'il a prise pour un sauveur. Bien avant de devenir un héros, Grand était un enfant pauvre à Beilu. Sa famille n'avait presque rien, mais ses parents le nourrissaient et l'aimaient sans condition. Il avait du mal à parler, évitait les autres enfants et comprenait mieux la faim que l'amitié. Puis, il a rencontré Harold. Harold était le fils du juge supérieur Sébastien, l'un des aristocrates les plus puissants de la ville. Il partageait son pain avec Gron et parlait sans cesse de justice. Dans le monde d'Harold, la force existait pour protéger les faibles, et les lois pouvaient être changées quand des gens bien avaient le courage de défier les mauvais. Grain le croyait. Lorsque des fonctionnaires accusèrent faussement les parents de Grain de commercer avec ces rebelles, l'affaire parvint à Sébastien. Le juge savait que les preuves étaient faibles. Il croyait aussi que libérer les accusés pourrait encourager le désordre. Alors, il approuva une exécution de masse pour préserver la stabilité. Grande se tenait sous la potence sous la pluie et tenait les corps de ses parents par les jambes, convaincu que s'il retirait le poids de leur cou, il pourrait continuer à respirer. Il les tenait jusqu'à ce que ses bras lâchent. « Ils sont morts quand même !» Un garde se moqua de lui. Montagne de cadavres et mer de sang,
éveillée avec 2 noms déjà comptés. L'obscurité offrait à Gron du pouvoir, mais elle ne prenait pas le contrôle. Cette distinction est importante. Grand choisit le premier garde. Il choisit le suivant. Puis, il choisit chaque soldat et civil qui se tenait entre lui et les gens qu'il blâmait. Il vola du lait réservé au bain de Lady Talia et le donna à des familles affamées. Lorsque des soldats essayèrent de l'arrêter, il les tua dans la rue. Les opprimés de Bélou virent un enfant se battre et se levèrent derrière lui. Au crépuscule, la protestation était devenue rébellion. Au matin, la rébellion était devenue massacre. Bronn atteignit le domaine de Sébastian et tua le juge. Harold arriva juste à temps pour voir le corps de son père et son pauvre ami qu'il avait promis de protéger au-dessus. Aucun des garçons ne savait plus ce que la justice était censée signifier. Gron s'enfuit. Les aristocrates perdirent le contrôle de Bélú, mais le peuple n'obtint pas une ville paisible. La colère se propageait plus vite que n'importe quel plan, et des corps innocents rejoignaient les coupables, jusqu'à ce qu'aucun camp ne puisse appeler le résultat une victoire. Pendant des années, Gron blâma l'entité à l'intérieur de son sceau. C'était plus facile que d'admettre la vérité. L'obscurité lui montrait ce qu'il voulait. Elle ne bougeait jamais ses mains. Il dit à Sheena que les ordres de Jyr ne peuvent pas devenir sa conscience. L'aimer ne rend pas chaque ordre juste, et lui désobéir ne signifie pas qu'elle a trahi cet amour. Si elle veut une vie à elle, elle doit décider ce qu'elle protège avant que quelqu'un d'autre ne décide pour elle. Jaina écoute. Puis, elle fait son premier choix indépendant. Les déserteurs du Nord approchent de Ningyu, et elle veut les chasser car elle pense que protéger la ville aidera Jyr. Elle demande la permission, mais le désir lui appartient. Jyr accepte. Plus que tout, il veut qu'elle soit loin de Mathias et de l'installation souterraine. Dès que Sheena quitte la ville, Grand envoie le signal. L'opération commence avec lui marchant directement vers Simon et Merovitch. Grand prétend avoir trahi Yvette et servir maintenant Jyr. Simon est ravi. Merovitch comprend immédiatement le mensonge et l'attaque, comme si la révélation était un choc. Il simule des larmes sur les toits et dirige Simon vers Jyr. Quand les deux ennemis se voient enfin, Gronde s'assure que chacun croit que l'autre a déjà choisi la violence. Simon libère son talent d'ombre. Jyr répond avec des lames invisibles de vent. Puis Grond et Merovitch montent sur un toit, partagent le fromage volé et les laissent agir. Simon étend son ombre dans les rues, essayant de saisir les mouvements de Jyr. Jyr disperse des pétales de fleurs dans l'air. Les pétales visibles marquent certaines de ses lames de vent, mais d'autres se déplacent sans avertissement. Simon bloque les attaques qu'il peut voir et est découpé par celles qu'il ne peut pas. Jyr gagne, bien que le combat épuise une grande partie de son pouvoir de saut. C'est à ce moment que l'équipe de Gron attaque. Yvette grandit jusqu'à la taille d'une tour et écrase son talon. Jyr échappe à l'impact, mais Faye l'attend derrière lui. Son bouclier intercepte la première tempête de lames, tandis que Merovitch scelle la retraite avec de la brume, des flammes et de la glace. Gron entre sous forme de tonnerre. Jyr mélange une lame sans pédale parmi les visibles. Gron lit le schéma un peu trop tard et reçoit le bord invisible à travers son corps. La blessure guérit, mais le tour lui révèle comment Jyr contrôle le champ. Les pétales ne sont pas l'arme. Ils sont camouflés pour un courant conceptuel qui transforme tout ce qu'il touche en une autre propriété du vent. L'armée hybride déborde dans les rues avant que Gren puisse exploiter cette connaissance. Des centaines de soldats Tusil se rapprochent d'eux. Yvette se coupe la paume, agrandit le sang versé et transforme quelques gouttes en une vague rouge qui emporte les premières lignes. Grond se transforme en serpent et se dirige vers Jyr à travers le chaos. Merovitch frappe d'en haut. Faye bloque de l'avant. Gron attaque sous la ligne de bouclier. Les 3 anciens héros tombent dans le rythme qu'ils utilisaient autrefois sur Moonbeast Ridge, chaque mouvement créant la prochaine ouverture sans un mot. Jyr refuse toujours de tomber. Il ouvre tous les canaux de son corps et lance des milliers de crocs propulsés par le vent à travers le champ de bataille. Pierre, métal, glace et pétales de fleurs deviennent tous des munitions. L'attaque est trop large pour être évitée et trop puissante pour être arrêtée normalement. Faye prend le centre. Sa bannière de bataille immortelle absorbe autant de force qu'elle le peut. Gron amplifie les corps de tout le monde et guérit les dégâts dès qu'ils se produisent. Merovitch brûle les groupes denses avant qu'ils n'atteignent les autres. Ils survivent. Merovitch paie le prix fort. Son seau est presque vide. La bannière de Faye est surchargée. Et le nouveau corps de Gron se reconstruit plus vite qu'il ne peut récupérer de l'énergie. Jyr demande pourquoi ils sont prêts à détruire une ville entière pour un bras. Grond lui dit que le bras a cessé d'être la raison principale quand il a rencontré Sheena. C'est alors qu'elle revient. Sheena voit les rues en ruine, l'homme blessé qu'elle appelle père et les étrangers responsables.
Tout doute créé par l'histoire de Gron disparaît sous une rage immédiate. Une montagne de cadavres et une mer de sang se lèvent derrière elle, et elle frappe avant que quiconque puisse expliquer. Son premier coup envoie Gron à travers un mur. Le second écrase Merovitch contre le sol. Yvette agrandit son propre corps pour retenir la fille, mais Sheena utilise les soldats morts autour d'elle comme carburant et jette la princesse. Faye se met entre elles. Sheena attaque avec tout ce que le sceau lui donne. Faye absorbe chaque coup dans la bannière de bataille. La fille devient plus forte à chaque mort proche, tandis que la pression accumulée derrière Faye devient assez lourde pour fissurer le sol sous ses pieds. Jyr ordonne à Sheena d'arrêter de se mettre en danger. Elle n'écoute pas. C'est la première fois qu'elle lui désobéit pour une décision personnelle, et malheureusement, la décision est de battre ses ennemis à mort. La défense de Faye commence à faiblir. Elle attend que Sheena s'engage dans une dernière charge, relâche la bannière et utilise une rétribution généreuse. Chaque coup porté par la fille revient d'un coup, maintenant mélangé avec le poison que Faye a appris de Gron. Le contre-coup les fait tomber tous les deux. Pendant plusieurs secondes, personne n'a assez de force pour bouger. Jyr regarde Sheena allongée dans les décombres. La rage remplace le calme qu'il a maintenu pendant toute la bataille. Il marche vers Gron, rassemblant une dernière lame de vent, et promet de déchirer tous ceux qui ont blessé sa fille. Un char de guerre volant s'écrase sur le champ de bataille avant qu'il ne les atteigne. Desert Fang conduit. Il crie à son patron de monter à bord, dérive le char à travers les débris tombants et ordonne aux héros blessés de bouger. Jyr lance une pierre après eux. Gron la coupe dans les airs et dit à Fang de prendre les autres par le chemin souterrain pendant qu'il retient Jyr. Le char s'échappe. Gron ne le fait pas. À une certaine distance, Simon reprend suffisamment de conscience pour demander si la bataille est enfin finie. Une botte polie s'arrête à côté de sa tête. Mathias est arrivé par la lanterne fantôme. Simon essaye d'expliquer le désastre. Mathias écoute, l'appelle un sac de paille inutile et transforme un démon vaincu en parapluie pour que la poussière ne touche pas ses vêtements. Puis il descend vers Jyr et demande comment l'évêque compte le dédommager pour une armée de pièces détruites. Jyr vient de vaincre Gron quand Mathias remarque Sheena. Il demande qui est cet étrange enfant. Jyr répond trop rapidement. C'est personne, juste une esclave entraînée qu'il utilise comme garde. Mathias sourit et dit que les enfants ont besoin d'air frais. Il va l'emmener se promener, peut-être lui donner une friandise, et la ramener quand il aura fini. Les mots semblent gentils, le regard derrière eux ne l'est pas. Le vent s'accumule dans la paume de Jyr. Mathias le regarde. Le vent disparaît. Jyr dit qu'il ne s'en soucie pas. Alors que Mathias soulève Sheena, elle appelle doucement son père. Jyr tombe à genoux et lui demande de ne pas lui faire de mal. Mathias se moque des adieux en larmes et lui assure qu'il n'est pas un vilain. Puis il ordonne à Jyr de nettoyer la ville, de récupérer les informations nécessaires et de capturer Yvette à la place de Simon. Le chariot portant les autres émerge dans le désert à plusieurs kilomètres. Il explique qu'elle l'a protégé après qu'il ait quitté sa patrie. Lord Maitan a appris aux gens du désert que la gentillesse doit être récompensée s'ils espèrent survivre à une époque cruelle. Faye admet qu'elle ne savait pas qu'il avait des principes. Desert Fang manque de tomber de son siège à cause des éloges, puis il heurte une pierre. Le chariot commence à zigzaguer dans le désert pendant que Merovitch lui crie de faire attention à la route. Une petite silhouette agitant la main depuis une crête voisine les sauve de découvrir si le véhicule peut rouler plus de fois que le corps de Grande peut guérir. La silhouette est l'un des travailleurs jaunes de Sula. Avant l'attaque, elle avait organisé un point de rendez-vous au cas où l'équipe se séparerait. Sula les attend là, mais Lilo, Dubuta et Christine ne sont pas là. Elle a vu les 3 escortes s'approcher du district extérieur de Ningyu. Elles n'ont jamais atteint la ville et ne sont pas revenues. Yvette veut chercher immédiatement. Merok fait remarquer que tout le monde a à peine la force de se tenir debout. Entrer à Ningyu dans cet état serait facile. En sortir nécessiterait un miracle avec un excellent timing. Ils doivent d'abord récupérer. Plusieurs jours passent. À Ningyu, G essaye de jouer du piano et ne peut s'empêcher de penser à Sheena. La colère ruine la mélodie. Il fracasse l'instrument, puis reçoit des nouvelles que son prisonnier a résisté à toutes les méthodes d'interrogation connues des gardes. Grand est enchaîné dans une piscine glacée sous la ville. Ses yeux ont été enlevés. Des sangsues couvrent les blessures sur son corps. Le froid empêche son sang de serpent de restaurer son pouvoir de saut. Et sans sang frais, il ne peut pas se régénérer suffisamment pour s'échapper. Jie le tire de l'eau et écrase une des sangsues. Grain demande si cette démonstration est censée établir une intention de tuer, car la pièce pleine d'équipements de torture avait déjà fait passer le message. JR s'assoit en face de lui. Il veut savoir comment Faye et Merovitch possèdent des capacités appartenant aux 5 héros humains.
Il a vu la bannière de guerre immortelle, le rituel de la flamme noire et des techniques liées à l'ère de Bolnir. L'expérience de combat peut être enseignée. Deux talents innés ne peuvent pas. Quand Jir remarque la cicatrice sur le cou de Gronde, il ordonne d'amener un guérisseur. Le vieil homme prépare une excellente pommade. Et garder un prisonnier permet de gagner du temps pour le briser. Gronde suggère que le temps serait mieux utilisé à trouver un moyen de tuer Mathias. L'expression de Géron change. Tant que la liberté est la récompense, dit-il, il est prêt à trahir quiconque à tout moment. Il attrape Géron par les cheveux et ajoute qu'il reconnaît toujours une tentative évidente de faire détruire deux ennemis. Géron le félicite d'avoir bien répondu à la première question et demande s'il est prêt pour la seconde. Du bruit se fait entendre dans le couloir. Ger part enquêter et ordonne à un garde de continuer l'interrogatoire. Le garde replonge Gron dans la piscine, confiant qu'un serpent sans pouvoir ne peut rien faire d'étrange. Un des petits ouvriers de Sula glisse dans la chambre dès que la porte se ferme. Dehors, Xir poursuit un intrus vêtu d'une cape à travers les couloirs et attaque avec le vent. La cape s'effondre, révélant plusieurs autres ouvriers jaunes en dessous. Ils se dispersent avant que son talent de détection puisse se fixer sur eux. Un pétale de fleurs dérive devant sa vue. Un instant, Jir se souvient de la première couronne que Shina lui a faite. Il se rappelle Balnier, livrant la petite fille comme propriété et lui avertissant que la désobéissance serait punie à travers elle. Shina avait été heureuse simplement parce que le transfert signifiait qu'elle ne vivrait plus dans une pièce verrouillée. Le souvenir se connecte à un plus ancien. Sumuras avait une fois remis un Zir nouveau-né à Balnier avec la même cruauté désinvolte. Ses capacités étaient peu impressionnantes, disait l'empereur, mais peut-être Balnier pourrait-il en tirer de la valeur. Jir dit au couloir vide de cesser de le déranger. Shina est un outil, tout comme lui. Elle n'est qu'une étape vers la liberté. Même lui n'y croit plus. Les ouvriers s'échappent vers Merovitch, qui s'approche de Simon avec une autre offre. Marovitch prétend avoir capturé Yvette après la bataille et veut ses 2 bouteilles de l'élixir de Hoya. Simon contacte Mathias par le biais de la lanterne. Mathias est occupé à soigner Shina. Il considère les techniques de l'Église de la Miséricorde comme embarrassantes et primitives, bien qu'ils doivent admettre qu'elles fonctionnent. Plus important encore, le corps de Shina pourrait ravir Zou. Puis Mathias se demande pourquoi il devrait donner un tel prix à quelqu'un d'autre. Il accepte l'accord de Merovitch. Un dragon échangeant une princesse capturée est douloureusement ordinaire, mais les résultats comptent. Dans un tiroir caché, il trouve 2 élixirs, puis ment et dit qu'il n'en reste qu'un. Merovitch accepte quand même et apporte Yvette dans ses bras. Mathias la verrouille à l'intérieur d'une vierge de fer forgée par Elysius dans sa jeunesse. La prison est presque indestructible. Si Yvette essaie de grandir, les pointes à l'intérieur s'étendront d'abord dans son corps. Simon est chargé de la garder. Jir arrive quelques instants plus tard et remarque la marque du sceau de Grand sur Merovitch. Il réalise que le dragon fait toujours partie du plan de sauvetage, mais Mathias lui ordonne de déplacer la vierge de fer avant qu'il ne puisse agir. Il dit qu'il va appeler des ouvriers. Mathias répète l'ordre. Simon rit de la scène et l'appelle un véritable test d'obéissance. Ger soulève la prison lui-même. Dans la salle de torture, le travailleur de Sula forme un petit escalier dans l'eau pour que Grain puisse atteindre ses chaînes. Il est faible et comprend seulement des instructions simples, mais c'est suffisant. Le garde revient avec le vieux guérisseur. Celui-ci est ravi de l'état du nouveau sujet d'essai et demande quelle partie du corps il peut essayer en premier après la fermeture des blessures. Il répond en sautant hors de la piscine et en enroulant ses chaînes autour du vieil homme. Il tire jusqu'à ce que du sang chaud coule sur son corps gelé. Une montagne de cadavres et une mer de sang s'activent. La chair de serpent se répare en quelques secondes. Les yeux de Grande reviennent, les trous dans son corps se ferment, et son pouvoir de sceau renaît. Le garde observe la transformation assez longtemps pour regretter chaque décision professionnelle qu'il a prise. Grande le tue et laisse le guérisseur suspendu au-dessus de la piscine. Il aimerait les remercier correctement pour leur hospitalité, mais Guerre attend et la vengeance a une terrible gestion du temps. Plus tôt, Grand a marqué l'un des gardes des lanternes d'une morsure de serpent. Le poison n'a guère bougé depuis des jours, révélant l'emplacement du dispositif et de l'homme stationné à côté. Il suit la marque, tue le garde et étudie la relique. La lanterne fantôme vient d'Inuz, le dernier héritier oriental de la République d'Uli et fondateur de la première dynastie d'Énéa. Gron a entendu sa méthode d'activation d'un professeur d'archéologie. Le pouvoir de sceau doit être moulé dans une forme précise et placé dans la flamme. Utiliser un trésor national pour créer un raccourci serait normalement impensable. Grand n'a jamais été particulièrement sentimental à propos de la propriété. Mathias et Ger portent la Vierge de Fer dans un vieux entrepôt. Simon promet que ses ombres tueront quiconque entre. Zir
part pour continuer l'enquête, et Mathias revient à travers sa lanterne. Sheena se réveille seule dans la chambre de Mathias. Elle trouve le tiroir caché, prend l'objet à l'intérieur et essaie d'activer la lanterne pour retourner auprès de Zir. Rien ne se passe. Mathias apparaît et l'attrape. Au lieu de montrer de la colère, il lui propose d'aller chasser. Seuls les descendants d'Inuz et les anciens universitaires qui ont fait défection à Tuhuya connaissent la véritable méthode de la lanterne, donc il n'y a aucun danger qu'elle s'échappe par accident. Il la conduit dans une forêt privée remplie de créatures faites à partir d'esclaves de cour durant son enfance. Les tuer augmentera son nombre de morts près du prochain saut. Mathias s'allonge sur l'une de ses créations et lui dit de le réveiller quand le divertissement sera terminé. Alors que Sheena se bat, Gron active la deuxième lanterne. Simon voit de la lumière dans le tas de trésors et suppose que Mathias arrive. Il s'approche. La main de Gron perce sa poitrine. Simon a juste le temps de paraître confus avant que Sula Junior ne le transperce. Gron tire son épée et dit au démon mourant de ne pas toucher aux affaires des autres. Puis il frappe sur la Vierge de Fer. Yvette répond de l'intérieur. Pendant les jours de rétablissement, elle est partie à la recherche de Lilo et des autres, permettant à Merovitch de la livrer dans le cadre du plan. Elle n'a trouvé aucun signe que Guerre ou Mathias les ait capturés, ce qui signifie que les escortes peuvent encore être en vie. La prison est le problème immédiat. Gron ne peut pas couper rapidement à travers le métal d'Elysius. Yvette ne peut pas s'agrandir sans être empalée. Alors, il lui donne une autre cible, agrandir la prison à la place. Ger retourne à la salle de torture et trouve 2 cadavres dans la mare. Il a juste le temps de réaliser que Gron s'est échappé avant que le plafond ne s'effondre. Une fois la coque assez grande, l'écart entre ses portes s'élargit. Yvette sort en rampant. Puis il lance à Gron l'élixir qu'il a obtenu de Mathias et lui demande si le faible a déjà pensé à s'entraîner. Gron le boit. Ger se lève des décombres et des canaux de vent s'ouvrent le long de son dos comme des tuyaux en métal. Il voulait un second round. Ger prend son envol sur des courants concentrés. L'ouragan qui en résulte faillit emporter Sula jusqu'à ce que ses ouvriers l'ancrent au sol. Ger confirme lui-même le danger. Le vent n'a pas de nature fixe. Un courant d'hiver se remplit de glace. Un courant d'été transporte la chaleur. Le métal lui donne des arêtes. Le poison lui donne la mort. Le premier courant frappe le mur de Marovitch, le grimpe et se transforme en bourrasque glaciale. Sa propre foudre jaillit de ses mains dans le courant et Guerre fouette immédiatement le vent chargé autour des 2 héros. Tant que Ger conserve la propriété gelante, un serpent ne peut s'approcher sans perdre sa régénération. Yvette l'agrandit et lance le bloc dans le ciel. Gyr lève le bras volé de Grand. Mélangé au vent perçant, cela brise le projectile. Zir combine ensuite la même note destructrice avec un ouragan concentré. Merovitch esquive le premier tir, puis le second, tandis que des bâtiments entiers disparaissent derrière lui. C'est ce que Grond attendait. Il dit à Merovitch d'utiliser le pouvoir absolu. Merovitch hésite. Gron répond en se lançant un soin continu. Gyr pense que le dragon cache l'arrivée de Gron. Il prépare la note de gel, le parfait contre pour un corps de serpent, et garde le reste de son sceau pour le coup fatal. Une lumière verte apparaît dans les flammes. Vette, maintenant énorme, recule son bras et lance Grande à travers le feu noir. Son corps brûle plus vite que la guérison ne peut le réparer. Géron le traite de fou et attaque avec la note de destruction. Le coup devrait effacer ce qui reste avant que Géronde ne l'atteigne. Au lieu de cela, Géronde lance la lanterne fantôme au-dessus de son épaule. Le bras volé du héros entre dans la lumière de la lanterne et est tiré dans le passage spirituel replié. Grain émerge de la deuxième lanterne derrière lui. Il frappe le visage de Guerre avec toute la force du lancer d'Yvette. Démon s'écrase à travers une maison, se relève et demande si c'est ça, utiliser sa propre lance contre son propre bouclier. Puis il attaque encore une fois. Ron lui dit de ne pas s'inquiéter, ils ont presque fini. Il lève la grenouille lumineuse que Sula a préparée comme signal. À travers le champ de bataille, Yvette voit la lumière. Elle pousse Sula Junior dans l'ouverture avec toute sa force amplifiée. La lame descend entre Xir et le bras du héros qui l'a volé.